Tout est politique, on continue avec notre invité cette semaine dans cette seconde partie de l'émission. Axel Poniatowski, bonjour. Bonjour. Vous êtes député UMP, vice-président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Deux victoires cette semaine pour Daesh. En quelques jours, le groupe État islamique s'empare de la ville de Ramadi en Irak, qui est un point stratégique. Et quelques jours plus tard, en Syrie, cette fois, c'est Palmyre, la cité antique qui est sur la route de Damas, dans le désert. Sommes-nous dans le scénario du pire? Bon, on s'y approche, je pense, parce qu'on est à un véritable tournant aujourd'hui. Ramadi, c'est à quelques dizaines de kilomètres de Bagdad. 110. 110. Palmyre, c'est 20 km de Damas. Exactement, c'est très proche également, et c'est très symbolique, à la fois historiquement et de par sa localisation. C'est clair que si, dans les semaines qui viennent, Daesh et ses alliés parviennent à prendre en même temps et Bagdad et Damas, l'État islamique est installé. Le califat serait là. Et le califat serait installé. Et est-ce que c'est quand même pas déjà le début d'un échec cuisant pour M. Obama, pour la coalition, pour l'Occident? Pour tous. Pour tous. Toute la Écoutez, coalition. que ce soit un échec pour la coalition, c'est évident. Que ce soit celle de Obama, je pense que c'est allé un peu vite en besogne. Pourquoi? Obama est celui qui a pris la décision de mettre en place les forces aériennes, les frappes aériennes. Je comprends très bien qu'il est décidé de ne pas mettre en place des troupes au sol. Pourtant, il faudrait, d'après les experts militaires, il faudrait mettre des troupes au sol. Mais peut-être, enfin, l'idée était tout de même de s'appuyer sur l'armée irakienne. Oui. Quelle armée? Voilà, oui, enfin, mais c'est l'armée irakienne. Et ça a été, autant l'armée kurde au nord du pays était une bonne armée avec des soldats qui savaient se battre, autant on voit bien la débandade de ce qu'est l'armée irakienne. Et ça n'était pas vraiment prévisible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la décision que doivent prendre les Américains et que doit prendre Obama, c'est est-ce que, oui ou non, il envoie les boys au sol. Autrement dit, est-ce que l'armée américaine de terre retourne en Irak? Et c'est quand même une décision qui est très difficile. Oui, mais enfin, pardon, là, ça fait quand même plusieurs jours qu'on nous dit les troupes du groupe État islamique avancent progressivement vers la cité antique de Palmyre. Mais on n'aurait pas pu les bombarder? Parce qu'on les voit quand même, les chars avancer, on voit tout ça. Mais ça a été le cas. Mais dans tous les cas, vous ne gagnez pas une guerre avec des frappes aériennes. Ça ne s'est jamais... On ne peut pas bombarder des chars qui sont sur le trajet mais on bombarde des chars. Mais ça ne suffit pas à arrêter une armée au sol. Parce que donc ils sont très nombreux. Pour arrêter une armée au sol, il faut que vous ayez une autre armée au sol en face. Bon. Et c'est la seule façon de pouvoir gagner la guerre. Les frappes aériennes, elles ne sont là que pour affaiblir l'armée. Mais encore faut-il qu'il y ait... Ça ne fonctionne pas, apparemment. Ça n'est pas décisif, sûrement pas. Et le fait qu'en Irak, maintenant, on va être obligé de s'appuyer sur les milices chiites, 35 000 hommes, est-ce que vous pensez que ça va pouvoir arranger les affaires quand on connaît les rapports que peuvent avoir les tribus sunnites qui sont complètement opposées aux chiites? Je ne pense pas que ça arrangera les affaires. D'ailleurs, on l'a bien vu en Syrie, où les milices chiites iraniennes, entre guillemets, parce qu'on sait bien qu'elles ne sont pas constituées que d'Iraniens, eh bien, elles sont insuffisantes. Elles sont en train, elles aussi, de perdre la guerre, malgré l'appui du Hezbollah, malgré l'appui de leurs propres alliés. Ce qui fait que je ne pense pas que les milices chiites suffiront à faire l'affaire. Il faut bien voir en plus qu'en Irak, ce qu'il se passe, c'est que Daesh, actuellement, est tout de même très soutenu aussi par la population sunnite irakienne. N'est-ce pas? Parce que c'est quand même... Contre le régime chiite pro-iranien. Plus qu'il laisse faire. C'est-à-dire la population sunnite soutient Daesh contre le gouvernement. Ce sont des collaborateurs, aussi, quelque part, contre le régime pro-iranien de Bagdad. Ce sont des collaborateurs. On est quand même aujourd'hui fondamentalement, avant tout, dans une guerre, dans toute cette région, chiite-sunnite. C'est ça le fait qui est dominant. Le Daesh et l'État islamique sont des sunnites. N'est-ce pas? Et ils sont soutenus par les populations sunnites irakiennes. Alors, ça rend la situation qui est très compliquée parce qu'elle n'est non seulement militaire, mais elle est également très politique, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une question qui est très difficile à prendre, de savoir s'il faut que les Américains envoient des troupes au sol. Mais enfin, on le sait très bien, au fond, la seule solution aujourd'hui, ce sont les troupes au sol. Sinon... Faisons le scénario du pire. Alors, que va-t-il se passer? Là, ils se sont emparés de la totalité de la ville de Palmyre. Ça y est, c'est fait. Mais s'ils vont à Bagdad et à Damas, comme vous disiez, c'est ça? Donc Bagdad, Damas, ça y est, là, c'est fait. Quelles vont être les conséquences pour
pour le monde. D'accord, mais il faut quand même se poser les questions. Est-ce qu'il y a une obligation de la part de l'Occident, hein, des Américains et de ses alliés de participer? Moi, je pense qu'il faut être très très prudent, parce que je pense qu'à chaque fois qu'on a envoyé des troupes occidentales au sol dans la région, ça s'est terminé de façon catastrophique. Donc qu'entendez-vous par prudence? Alors que faut-il faire? Je pense qu'il faut poursuivre l'action que nous menons à travers les forces, les frappes aériennes, qui affaiblissent considérablement. Mais qui ne les empêchent pas. Mais qui ne les empêchent pas. Enfin, écoutez, on ne va pas réenvoyer des troupes occidentales dans Bagdad. On ne va pas lancer une bataille des rues à Bagdad. Ça va être un véritable carnage. Vous ne redoutez pas que cette guerre, parce que c'est une guerre entre sunnites et chiites, débouche sur une implosion généralisée du Moyen-Orient? Mais pas que du Moyen-Orient. Enfin, en particulier quand même. Eh bien, l'implosion, on y est déjà. Daesh contrôle déjà un certain nombre un territoire qui est extrêmement On est dans le début important. du califat, là. Moi, je dis simplement, il faut être très prudent avant de prendre la décision d'envoyer des troupes au sol. Alors, quelle autre solution, intensifier les frappes aériennes, reprendre en main l'armée irakienne, massivement envoyer des formateurs, envoyer de l'aide, envoyer du matériel. Là, je pense qu'il y a des décisions supplémentaires qui sont à prendre. Il y a urgence. Les Américains vont envoyer des missiles anti-char. J'ai lu là ces dernières heures. Ça suffit. Et puis, il faut faire très attention dans ce qu'on envoie, parce que vous avez vu qu'à Ramadi, Daesh a mis la main sur l'armement lourd américain. Exactement, sur une cinquantaine de tanks Abrams, sur des drones. Il y a quand même un problème dans l'organisation, il y a un problème dans tout ça. Bien sûr qu'il y a un problème. Ça ressemble plus à de l'amateurisme aujourd'hui qu'à une véritable... Il y a fondamentalement un problème dans l'armée irakienne, et il y a fondamentalement un problème dans le pouvoir politique aujourd'hui à Bagdad. Le pouvoir chiite, s'il veut pouvoir s'élargir, doit forcément faire venir des sunnites au sein du gouvernement. Oui, d'accord, mais enfin, je pense qu'il y sera à un moment donné contraint. Mais est-ce que la coordination sur le terrain fonctionne entre l'Iran, qui marche avec les États-Unis quelque part, contre Daesh? La preuve que non. La preuve que non. L'actualité, c'est aussi les migrants face à l'Union européenne. La France réaffirme sa position concernant le nombre de migrants accueillis dans les pays de l'Union européenne. Manuel Valls a réaffirmé sa position. Il a dit pas question de quotas. Vous, qu'en pensez-vous ? Je trouve qu'en l'occurrence, il a tout à fait raison. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que d'autres membres du gouvernement disent le contraire. Donc il faudrait que le gouvernement se coordonne sur le sujet. Mais ce serait extrêmement dangereux de rentrer dans cette solution des quotas. Pourquoi ? Parce que ça entérinerait le fait que nous admettons d'avoir une immigration sauvage et illégale, et que nous sommes en train de l'organiser. Bien. Et donc ça n'est vraiment pas le sujet. Que nous portions secours, bien sûr, à ces malheureux migrants qui sont sur la mer et sur des bateaux, bien sûr, on ne peut pas les laisser se noyer. En revanche, ce qu'il faut, c'est qu'on mette en place des solutions pour contrer avant tout les passeurs, qui soient des solutions fortes. Et vous savez qu'il y a une résolution aujourd'hui qui est déposée à l'ONU, donc on va voir quel sera le résultat, pour pouvoir attaquer et détruire les bateaux, notamment, qui sont en Libye et qui servent au passage des migrants. Et ça me paraît être une disposition... Bateaux vides. Oui, évidemment. Est-ce que l'information, selon laquelle, je reste prudent, des membres islamistes, ou groupes islamiques, qui se seraient insérés dans les migrants... Pour pouvoir infiltrer les pays de l'Union. Est-ce que ça vous paraît crédible ? Non, parce qu'il faut voir les conditions dans lesquelles ces malheureux migrants traversent la Méditerranée. Et vous avez vu le nombre de décès qu'il y a pu y avoir. C'est une opération extrêmement dangereuse. Et je pense que les islamistes sont beaucoup mieux organisés pour venir en France, en Italie ou en Angleterre que d'aller sur ces bateaux. Donc je pense que les passeurs c'est avant tout des opérations qui sont des opérations mafieuses, n'est-ce pas ? C'est pour faire de l'argent. Mais là, il faut que l'Europe entière prenne des dispositions fortes. Il semblerait que nous soyons disposés tous ensemble à le faire. Il faut bien sûr que nous ayons cette résolution des Nations Unies. Le problème, malheureusement, une fois plus, c'est celui de la Russie, qui a d'ores et déjà menacé de mettre son veto à des opérations musclées contre les passeurs. On voit bien la position de la Russie. En réalité, la position de la Russie sur cette affaire n'est pas de répondre à ce problème-là, mais au problème global de la politique orientale de l'Europe. Il faut dire que la Russie a mal digéré l'attitude des Occidentaux quand il y a eu l'affaire libyenne. Et là, le problème vient de la Libye aujourd'hui. Oui, mais enfin, c'est fondamentalement le problème de l'Ukraine aujourd'hui. Oui, il y a l'Ukraine. Voilà.
Alors, dans l'actualité, il y a aussi Israël et les territoires palestiniens. Le président de la FIFA a proposé cette semaine aux Israéliens et aux Palestiniens de s'affronter sur un terrain de foot. Les Palestiniens ont refusé l'invitation alors que Benyamin Netanyahou, lui, était favorable. Là aussi, on n'y arrive pas? Écoutez, là, ça me paraît totalement secondaire. Mais non, c'est symbolique de quelque chose. Oui, mais enfin, vous savez, c'est le type de symbole qui a eu des réminations dans le passé qui n'ont pas été toujours très heureuses. Donc je ne suis pas très convaincu par ce genre de choses. Plus globalement, plus précisément sur la réélection de Benyamin Netanyahou. Ben, ça bloque les choses. Pourquoi? Donc les choses, vous avez vu la décision qu'a prise M. Netanyahou hier ou avant-hier de nommer M. Shalom, son vice-premier ministre. Il a visiblement du mal avec son nouveau gouvernement. Oui, alors, c'est ça. Et il a nommé M. Shalom pour reprendre les discussions avec les Palestiniens. Autrement dit, c'est pour que les choses ne bougent pas, puisque dans tous les cas, la position de M. Netanyahou, qui a constitué un gouvernement très à droite, n'est-ce pas, avec des religieux, pour la colonisation. Avec des religieux orthodoxes, est prêt à négocier sur rien. Donc forcément, les choses ne vont pas évoluer. Elles sont totalement figées depuis le mois d'avril dernier, depuis l'échec de la mission américaine. Entre-temps, il y a eu la guerre. Entre-temps, il y a eu la guerre. Entre-temps, il y a eu la réélection de M. Netanyahou. Mais je suis malheureusement très pessimiste sur une évolution des relations directes entre Israël et le Palestinien. Dans un tel contexte, que pensez-vous de l'initiative de Laurent Fabius, donc du gouvernement français, de vouloir quelque part, je pense, se substituer aux États-Unis en proposant dès septembre une résolution, une sorte de plan de paix qui durerait sur 18 mois avant de se prononcer pour un État palestinien et puis de dire il faut revenir aux frontières de juin 67. Mais ça a déjà échoué, ça. Qu'en pensez-vous? Ce que je pense, moi je prends acte de cette position française qui... Vous l'approuvez? C'est-à-dire que la France, en l'occurrence, n'est pas dans le jeu actuellement. Mais elle veut se substituer aux États-Unis quelque part. Non, mais elle n'est pas dans le jeu. Elle ne peut pas se substituer aux États-Unis. En revanche, on voit bien que c'est une avancée pour que la France puisse reconnaître dans 18 mois la création d'un État palestinien officiellement. Et s'il s'agit de cela, oui, je l'approuve. Comment ça, la France puisse reconnaître la création d'un État palestinien? Elle va être de façon unilatérale. De façon unilatérale. De façon unilatérale. Mais le scénario n'est pas plausible, vu compte tenu de la position de Benyamin Netanyahou. Ah non, mais d'accord, mais rien n'empêche la France de reconnaître la création d'un État palestinien, ce qu'elle n'a pas fait jusqu'à ce jour. Vous, aujourd'hui, vous pensez que c'est la seule et unique solution pour tenter d'apporter une esquisse de paix Je pense que ça fera avancer les choses. Parce que, vous savez, tout le monde connaît la solution dans cette affaire. C'est laquelle? Ce sont les frontières de 1967 à la marge. C'est le retrait, bien sûr, des colonies. C'est le partage de Jérusalem qui devient de capitale. C'est le traitement des réfugiés qui n'est pas si compliqué que ça à traiter. Et en réalité, la configuration de l'accord final, tout le monde le connaît. Hein, mais c'est un peu compliqué à mettre en place. 25 ans. C'est le résultat des accords d'Oslo. Donc tout ça, on le connaît. On sait bien que c'est la solution à laquelle il faut aboutir. Encore faut-il qu'il y ait une volonté. Mais une fois de plus, ça ne pose pas le problème de l'interlocuteur pour Israël, parce qu'entre Mahmoud Abbas, qui est quand même affaibli, et puis le Hamas, qui est un groupe terroriste, comment on peut négocier réellement? Vous avez raison sur le fond, sans doute. Mahmoud Abbas, c'est plutôt un modéré tout de même. Oui, c'est clairement un modéré. Rappelez-vous, c'était l'ancienne OLP qui était, un mouvement terroriste, mais aujourd'hui est un mouvement qui est quand même très modéré. Et qui est affaibli au sein de son camp. Voilà. Le Hamas est très affaibli, et on voit bien que... Bon? Oui, on voit bien Vous pensez que le Hamas est affaibli? Le Hamas est très affaibli aujourd'hui, depuis le renversement de Morsi en Égypte. Oui, il n'a plus du tout ce relais, ce point d'appui qu'il peut avoir. Il est affaibli également, le Hamas, de par la situation dans laquelle se trouve le Hezbollah aujourd'hui, n'est-ce pas? Et le Hezbollah est complètement occupé sur la Syrie. Donc, il doit y avoir une volonté du Hamas de se rapprocher du Fatah. Bon. Donc c'est ça qui risque de s'esquisser dans les prochains mois. Et je pense que c'est très important. C'est une option. Mais est-ce que le Hamas est prêt à reconnaître le droit d'existence d'Israël? Il sera obligé de le faire. Il n'aura pas le choix. Il n'aura pas le choix. Parce que ça sera une condition sine qua non pour que les choses puissent avancer. Un dernier mot sur les commémorations du 9 mai. François Hollande a fait son 8 mai dans son coin. Grand défilé à Moscou le 9 mai pour un Poutine finalement tout seul. Qu'en pensez-vous là-dessus? Je trouve que c'est une grosse erreur que François Hollande ne s'y soit pas rendu.
avec Merkel, qui elle y était le lendemain. Oui, il aurait dû s'y rendre. Parce que vous voyez, il faut vraiment séparer les choses. Ok, on est dans une situation compliquée avec la Russie. Il ne faut pas isoler Poutine. Mais un, il ne faut pas isoler Poutine, et deux, il ne faut pas tout mélanger. Bon. Et je trouve que ça aurait été l'occasion justement d'envoyer un message à Poutine et aux Russes en disant on n'est pas d'accord sur l'Ukraine, on n'est pas d'accord sur ce que vous avez fait en Crimée, mais on ne mélange pas tout. Et là, le 9 mai, c'est quand même 20 millions de soldats russes qui ont été tués, qui se sont remarquablement battus. C'est faire honneur à l'histoire. Exactement. D'accord. Et je pense que ça aurait été reçu, le message aurait été reçu de cette manière-là par les Russes. Eh bien, on apprécie le fait que vous ne mélangez pas tout. Erreur diplomatique majeure, c'est ce que vous nous dites, Axel Poniatowski. Merci d'avoir été notre invité cette semaine dans Tout est politique. Je rappelle que vous êtes député UMP et vice-président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Merci Christian Mallard. À la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique. Belle semaine à vous.